Il faut se focaliser sur les collaborateurs, le bien-être, la rétention des talents, etc. plus que le recrutement. Et derrière, l'échelle de temps n'est pas du tout la même. On a le temps de mourir 15 fois en tant que start-up avant d'être intégré. Et là, sur ce marché, c'est là où je dis chacun a plutôt sa place et sa singularité. Donc en fait, on va se retrouver dans une vraie pénurie de talents où il y aura plus suffisamment de jeunes qu'on pourra former ou qui iront sur le marché de l'emploi et des personnes seniors qui quitteront ce marché de l'emploi. Salut Alexandre. Bonjour Alexis. Comment tu vas? Très bien, merci. Ouais, génial. Bon, tu viens de Marseille. La réalité, c'est que j'ai passé une semaine parisienne. Ah, d'accord. Okay. Mais sinon, oui, j'habite à Marseille maintenant. Je suis parti de ces Parisiens qui ont quitté Paris. Il y a 4 ans. Il y a 4 ans, ouais. Trop bien. Est-ce que tu peux te présenter, peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Ouais, bien sûr. Donc, je m'appelle Alexandre Stourbe, j'ai 46 ans. J'habite à Marseille, ça vous l'avez compris, on va en parler. Je ne vais pas dire que je suis un ovni, mais j'ai une formation d'ingénieur, moi, à la base. J'ai travaillé dans les ESN pendant pas mal d'années sur des métiers business. Donc, je faisais du recrutement. J'ai monté un cabinet de recrutement. J'ai monté une plateforme de recrutement par cooptation. Donc, j'ai eu à la fois l'aventure entrepreneuriale et l'aventure de salarié. Et il y a un peu plus de 8 ans, j'ai rejoint une association qui s'appelle le Lab RH en tant que directeur général. Donc, Lab RH, une association qui promeut l'innovation RH en France, que j'ai quitté il n'y a pas longtemps. Et aujourd'hui, je suis dans un studio d'innovation RH qui s'appelle Tomorrow Theory, qui a été fondé par Jérémy Lamry, lui-même fondateur du Lab RH. Donc bon, le monde est petit et on se retrouve. C'est la continuité. Exactement. Donc tu as baigné dans le recrutement, dans le monde RH, depuis ses débuts. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire justement un petit retour d'expérience? Comment tu as vu évoluer ce monde du recrutement sur ces dernières années? Ouais, alors même si je reviens encore plus loin, moi j'ai vécu le recrutement. On allait sur des ordinateurs qui étaient connectés à des bases, fallait se déplacer. Alors j'ai pas vécu les annonces papier, mais presque. Donc en effet, j'ai vu évoluer le recrutement avec l'arrivée, l'émergence des réseaux sociaux et compagnie. Et puis surtout, grâce à l'activité au Lab RH, on était une tour de contrôle. Enfin, le Lab RH est une tour de contrôle sur tout ce qui se fait en termes d'innovation RH au sens large du terme en France. Et avec 320 startups dans l'association, on a pu voir émerger quand même un certain nombre de bonnes idées, parfois moins bonnes idées. Et ce qu'on a constaté quand même ces dernières années, c'est une vraie, je ne vais pas dire recrudescence, mais explosion quand même des startups dans le recrutement. Tu vois, pour donner un ordre de grandeur, sur 320 startups, il y en avait à peu près 150 qui se revendiquaient dans le monde du recrutement, ce qui est énorme, sachant qu'en France, on considère qu'il y a à peu près 700 startups de la HR Tech. Okay. Donc c'est un gros marché et tout le monde y va de sa propre innovation. Et ces dernières années, alors peut-être que je rentre un peu trop vite dans le sujet, mais ces dernières années, on a commencé à voir arriver l'IA ou l'automatisation des processus à travers les startups. Est-ce qu'elles pouvaient proposer Après, est-ce que ça continuera demain? On a eu des tentatives avec le recrutement dans le métavers et tout. Tu vois, il y a eu des trucs qui ont été émergents là-dedans, qui ont vite disparu au regard de l'actualité dont on parle depuis 2 ans. Les fameuses IA génératives. Ouais. Et c'est intéressant ça, ton expérience au sein du Lab RH. Est-ce que tu as vu des projets justement qui sont peut-être arrivés trop tôt sur le marché? Quels sont les projets qui au final avaient leur place et d'autres où tu te rends compte que en fait ça n'avait pas du tout de sens? Alors ouais, ça c'est une bonne remarque. Oui, j'ai des projets. Alors je vais en citer un et j'espère qu'il ne m'en voudra pas, mais c'est le fameux Jérémy qui a fondé le Lab RH et qui a fondé Tomorrow Theory et qui m'a recruté là récemment. Typiquement, lui, il y a plus de 10 ans, il avait travaillé sur une plateforme de recrutement affinitaire. D'accord. Et là, cette notion, on est en 2013 à peu près. La notion d'innovation dans les ressources humaines, les RH à l'époque, c'était vraiment la gestion de la paye et du personnel. On ne se posait pas trop de questions sur les processus métiers. On ne se posait pas la question de la digitalisation de la fonction RH à proprement parler. Et lui est arrivé avec cette idée de recruter par un mode affinitaire, ce qu'on avait commencé à avoir sur les plateformes de sites de rencontres. C'était un peu reproduire ça dans le monde professionnel, dans le monde du recrutement. Mais le truc, c'est que ça fait émerger d'autres concepts. Et le concept dont on parle aussi depuis quelques années, le concept des soft skills, c'est OK, mais de quelles compétences on parle exactement? Et c'est pas des hard skills, c'est vraiment des soft skills. Je pense qu'il est arrivé un peu trop tôt dans un marché qui n'était encore pas prêt à évoluer, à se poser la question de est-ce que je dois revoir ma façon de recruter ou pas? Est-ce que tu vois des innovations justement qui ont émergé et qui ont bousculé le monde du recrutement? Oui, bien sûr. Après, donc, si je reprends le fil de l'histoire de l'innovation dans les ressources humaines, et donc j'inclus cette innovation dans le recrutement, je t'ai dit 2013-2015,
pas d'innovation. Des RH, et là je vais paraphraser un ami qui s'appelle Thomas Chardin, les RH sont riscophobes. Donc déjà par nature, ils ne vont pas prendre le risque de faire quelque chose parce qu'on est régi avec un code du travail, des réglementations, les syndicats, etc. Néanmoins, 2017, on commence à avoir des entreprises qui disent « Ah, tiens, il y a peut-être un truc à faire d'un point de vue digitalisation ». Donc là, c'est parti un peu en mode popcorn. On va tout tester en live. 2019, toutes les grandes entreprises ont dit allez, stop, on freine les POC qu'on a mis un peu partout dans l'entreprise, qu'on n'arrive pas à passer à l'échelle. On arrête, on se pose. On va réfléchir d'abord à c'est quoi notre valeur en tant que direction des ressources humaines, etc. Après, on a connu la période 2020. Et derrière, on a eu finalement une accélération très rapidement. C'était 1 an, 2 ans après la sortie Covid. Il y a eu, je l'ai évoqué tout à l'heure, l'idée du métavers, du Web3 et de la blockchain qu'on a tout de suite rallié au monde du recrutement en disant, bah ouais, tiens, je vais pouvoir certifier un CV, certifier des compétences, etc. ou recruter dans le métavers. Il y a eu des tentatives qui ont été faites. Et puis, hyper rapide. On arrive en 2022, on a un truc qui apparaît, alors qui existe depuis hyper longtemps en réalité, mais qui apparaît pour le grand public, ces fameuses intelligences artificielles génératives, en tout cas le fait de pouvoir dialoguer avec une IA, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et donc là, on voit cette accélération. Donc si on reprend toute cette histoire, ouais, il y a eu plein de choses qui ont été faites dans le recrutement, c'est évident. Les recrutements en visio, tu vois, analyse des mimiques. Alors après, il y a la dimension éthique, le parsing de CV, les rankings, tu vois, le truc de matching, tout ça avec de l'IA. Alors est-ce que c'était vraiment de l'IA ou pas? Ça, c'est moi, j'interroge toujours le truc, mais néanmoins, ça avait le mérite d'automatiser un certain nombre de process et de pouvoir faire accélérer le processus de recrutement ou de gérer plus de données pour les recruteurs. Et moi, je considère que depuis, grosso modo, presque 2019-2020, sincèrement, dans le recrutement, j'ai pas vu de trucs extraordinaires. Après, on va me dire, bah ouais, mais il y a l'IA générative et tout, on appelait. Oui, mais finalement, pour moi, après, je suis pas un gros geek, mais pour moi, on a apporté la couche conversationnelle. Finalement, dans une certaine logique, moi je me souviens, Mazar, il y a plusieurs années, avait déjà mis un chatbot sur son site internet pour que les candidatures, tu vois, tu puisses, toi, en tant que candidat, questionner c'est quoi le salaire, la localisation géographique, nombre d'années d'expérience, etc. etc. Bon, c'était des trucs qui étaient préenregistrés. Mais aujourd'hui, si ça fonctionne à peu près pareil, à mon sens, simplement, on va plus discuter que poser des questions et avoir un robot qui répond derrière, quoi. Même si c'est toujours un robot qui répond derrière. Et selon toi, qu'est-ce qui fait que... Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'innovations qui veulent voir le jour, mais qui sont compliquées à adopter dans le quotidien. Qu'est-ce qui fait que ces innovations ne soient pas adoptées dans le quotidien des recruteurs? Le truc, c'est que ça redéfinit tout un process d'entreprise. Alors, c'est toujours pareil, c'est est-ce qu'on s'adresse à des PME ou est-ce qu'on s'adresse à des grandes entreprises? Après, moi, pareil, je prends un tout petit peu plus de recul. En France, quand j'ai été start-upper, on vise un truc, c'est les références clients, donc des grandes entreprises. Pourquoi? Parce que déjà, c'est des cachets et ça permet de faire des bonnes crédibilité. Et derrière aussi, c'est si tu veux lever des fonds, c'est plus facile d'aller voir des investisseurs en disant bah ouais, tiens, j'ai un LVMH, un Nestlé, un machin dans mon portefeuille client, que la petite PME basée à Marseille. On va dire bon, ok, c'est pas terrible. Là où je veux en venir, c'est que à partir du moment où on s'attaque à ces grandes entreprises, forcément, on est face à des processus qui sont monstrueux et qu'on ne peut pas, d'un claquement de doigts, révolutionner le monde du recrutement dans ces grandes entreprises. Il y a des process qui sont mis en place, il y a un historique dans le recrutement, donc c'est super compliqué de scaler et c'est ce qui a fait, je trouve, qu'un certain nombre de startups ont pu développer des POC. Et tu vois, moi je l'ai fait, j'avais une plateforme de recrutement par cooptation, c'était en 2015, donc on a pu faire des POC, mais de là à passer à l'échelle, quand tu es une entreprise où il faut déployer à l'international avec un SIRH qui est assez verrouillé et tout, c'est pas si simple. Donc là, je trouve que le sujet est hyper complexe parce que pour moi, il y a à la fois le sujet de la culture, donc c'est comment toute une équipe de recruteurs, je les mets dans un mindset particulier, et en face, il y a la partie technologique, c'est ok, fine, c'est cool, j'ai trouvé un super outil qui me permet de faire ça dans le recrutement, mais je gère de la data RH. Déjà, comment je peux m'assurer que cette data est bien sécurisée? C'est le sujet aussi qu'on a aujourd'hui avec les IA génératives. Et de deux, comment je fais, moi, en tant que recruteur, pour que cette data redescende ou remonte dans un SIRH plus global? Parce qu'un candidat, demain, c'est un potentiel collaborateur ou collaboratrice de l'entreprise. Donc, je vais devoir suivre son parcours de carrière
et ses compétences. Et ça, c'est super tricky que d'aller s'interconnecter. Et c'est là où il y a moi, je trouve qu'il y a plein de super bonnes startups, mais à un moment donné, elles sont limitées à un client qui dit « Ok, c'est cool ton truc, mais comment je vais venir interconnecter un Oracle, un Workday ou autre ?» Bah, ok, très bien. Et nous, ce qu'on avait remarqué en 2017, c'est que ces logiques d'interconnexion, quand tu vas aller voir un éditeur, je pense que ça a changé depuis, hein, mais un éditeur de logiciels, ça prend vachement de temps. C'est-à-dire que moi, je suis start-upper. Dans ma roadmap, il faut que l'intégration soit faite là dans les 3 mois. Sauf que le gros éditeur international, type Oracle, Workday ou autre, il va dire ok, bah, je te rends dans ma roadmap. Dans 3 ans. Exactement. C'est dans 3 ans. D'abord, on se fait des calls. Tu vas devoir payer pour faire les calls, machin, etc. Et en fait, ça coûte un pognon monstre pour la startup. Et derrière, bah, l'échelle de temps n'est pas du tout la même. Donc, tu as le temps de mourir 15 fois en tant que startup avant d'être intégré. Donc, voilà, donc ça complexifie les choses. Et c'est ce qui fait que bah, je ne dis pas qu'il n'y a rien qui a pris, bien évidemment. Il y a eu plein de trucs qui ont émergé, qui ont réussi à scaler, et heureusement. Mais il y a cette difficulté au regard des 150 startups dont je te parlais, qui sont membres du Lab RH, et des 700 startups de la HR Tech. En fait, toutes, malheureusement, ne pourront pas vraiment survivre. Et après 8 ans, justement, au Lab RH, quels sont les constats que tu as faits sur soit le marché de la startup ou le monde du recrutement en général? Alors, sur le marché de la start-up, il y a eu des vagues. Et puis, bon, là, on le voit de toute façon très clairement. 2024, c'est une année ultra difficile. Ça l'était déjà en 2023, mais 2024, une année ultra difficile pour les levées de fonds. Donc, il y a plein de start-up qui sont au bord de la faillite. Mais ça, c'est l'argent qu'on injecte ou qu'on est capable d'aller chercher auprès des investisseurs. Il y a eu une période un peu de désert, tu vois, je te disais, l'émergence des premières, enfin moi je considère que l'émergence des premières startups de la HR Tech, et en particulier dans le recrutement, ça date de 2008, 2010. Donc tu as eu toute cette période du désert où il ne s'est pas passé énormément de choses. Après 2015, ça a commencé à foisonner. Il y a eu la période entre guillemets de gloire, tu vois, moi j'ai souvenir 2018-2019 où là en effet il y avait plein de trucs, il y avait un peu d'argent, ce que je disais tout à l'heure, les entreprises utilisaient les startups, etc. Donc il y avait un bon move. Bon, après il y a eu la crise sanitaire, ça s'est recentré, donc si je fais le focus sur le recrutement, bah, du coup on a un petit peu abandonné le recrutement, on s'est plutôt dit il faut se focaliser sur les collaborateurs, le bien-être, la rétention des talents, etc., plus que le recrutement. Et puis après, il y a une dimension économique aussi, une tension économique du marché, où les entreprises, de manière mondiale, ont ralenti aussi leur recrutement. Conservatrice, ouais. Ouais. Donc voilà, donc il y a eu un peu tout ça en vague, tu vois, en analyse. Et après, sur les startups de la HR Tech, moi, ce que j'ai pu voir, en tout cas sur les 8 ans, et dans le recrutement en particulier, c'est une... Alors moi, je parle de cristallisation. Alors tout le monde dit, cristallisation, ça veut dire que ça ne bouge plus. Alors, c'est pas cristallisation au sens où plus rien ne bouge, et c'est plus une consolidation du marché. C'est-à-dire beaucoup d'acteurs qui ont racheté d'autres acteurs. Et ça, il y a eu à un moment donné, je ne vais pas dire un mercato, mais pas mal de startups qui avaient un peu plus réussi que d'autres, donc un peu plus de cash ou des investisseurs qui suivaient, qui du coup ont racheté d'autres startups pour se renforcer sur un marché. Et ça a vachement bien marché, je trouve, sur début de 2020, tu vois, début des années 2020. Ça a vachement bien fonctionné et j'ai vraiment pu voir ce que j'appelle cristallisation ou consolidation du marché autour du recrutement. Et tu vois, je lisais un article de notre ami, je le salue puisqu'il est marseillais, Laurent, enfin il n'est pas marseillais d'origine, mais il habite à Marseille, Laurent Broye. Ouais. Il a fait un article avant-hier sur les ATS. Sur les ATS, justement, j'allais t'en parler. Tu vois, ça, typiquement, c'est un marché aussi qui a vachement grandi, explosé ces dernières années, quoi. On a fait un outil comparatif, justement, des ATS du marché. Une IA où tu peux lui poser des questions, il va te recommander le meilleur ATS. Mais on se rend compte, en fait, qu'il y a énormément de solutions. Par exemple, il y a énormément d'ATS sur le marché. Je crois que c'était 147 le nombre qui communiquait. Ouais. Qu'est-ce que tu penses, justement, de ces solutions qui sont sur le même marché plus ou moins, en tout cas qui proposent une solution assez similaire, mais 147, est-ce que vraiment ils vont tous survivre? Comment ça va se passer? Alors déjà, et c'est ce qu'a fait Laurent dans ce benchmark des 147, il y a un découpage, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des ATS qui sont spécialisés pour des typologies d'entreprises, genre le consultant en recrutement qui est tout seul chez lui, ou la toute petite entreprise, donc la TPE, ça marche bien. Puis après, les ESN avec Bond Manager, par exemple, pour ne pas les citer, qui est spécialisé dans les ESN, etc. Et puis après, plus tu montes, plus tu vas avoir des outils différents, jusqu'à monter à des suites type Talentsoft by Cegid ou autres, qui s'adressent à des plus grosses entreprises.
Moi, ce que je considère, alors sur les 147, je n'ai pas de boule de cristal et je ne peux pas dire est-ce qu'elles vont survivre ou pas. Moi, je dis toujours que sur le marché français, on a quand même un nombre d'entreprises qui est énorme. Simplement, naturellement, dès que tu lances dès que tu lances une start-up, tu vas aller voir ce que je disais tout à l'heure, des grandes entreprises. Sauf que les grandes entreprises, c'est une petite part finalement du marché. Quand tu sais que, alors j'ai plus les chiffres exacts, mais je sais pas, je dirais à la louche, genre 80% des travailleurs en France sont des travailleurs dans des entreprises, donc des PME, des ETI, et pas des grandes entreprises. Bah en fait, tu dis, en effet, moi je m'adresse finalement qu'à 20% de la population. Alors encore une fois, on va peut-être me dire que c'est pas les bons chiffres, mais c'est pour avoir un ratio. 20% de la population dans les grandes entreprises. Bah ouais, mais j'ai un marché énorme. Et là, sur ce marché, bah, c'est là où je dis, chacun a plutôt sa place et sa singularité. Et puis après, une solution peut convenir à une entreprise, indépendamment de la taille, c'est plus par rapport à la culture, et pas à une autre. Donc c'est là où je me dis, tout le monde aura un peu sa part du gâteau. Après, c'était le principe du Lab RH, c'était à un moment donné aussi fédérer tout cet écosystème de start-up et d'essayer de créer ces synergies. C'est à un moment donné, ok, tu es peut-être concurrent, mais comment de manière intelligente essayer d'amener la fonction RH ou les recruteurs à repenser leur travail. Et tu vois, donc plutôt de se dire comment je crée des synergies, des joint ventures entre acteurs de l'écosystème HR Tech pour essayer d'évangéliser ce marché et d'essayer d'amener, parce qu'on sert, à part faire du pur business, on sert surtout à servir un métier, à servir une fonction. Donc c'est un peu cette logique. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure, je t'amènerai là-dessus, sur la cristallisation, la consolidation. C'est-à-dire, ouais, tiens, c'est peut-être intelligent à un moment donné d'avoir des suites. Et puis je pense, tu vois, je réfléchis tout en te parlant, qu'il y a une volonté au niveau français. On n'a pas à rougir par rapport aux Américains, parce que très souvent on se compare avec les US. Ouais. On n'a pas à rougir de nos innovations en France sur la partie HR Tech. C'est-à-dire qu'on est hyper en avance. Et je pense que la France, et peut-être un peu plus globalement, parce que tu as d'autres acteurs dans le recrutement, genre Recruity, par exemple, qui est allemand. Tu as des acteurs européens qui, en ayant des bonnes synergies, c'est ce que fait Recruity en ayant racheté Javelot en France, tu vois. Mais dire, en fait, on peut créer un gros acteur européen ou des gros acteurs européens qui viennent concurrencer les mastodontes américains. Américains, ouais. Est-ce que tu as vu une influence donc il y a effectivement des pays, par exemple, anglo-saxons qui ont influencé la HR Tech. Et aussi, est-ce que tu vois une influence d'autres domaines, donc du domaine commercial, marketing, qui ont impacté, selon toi, le monde des RH ? Alors, je ne sais pas si je réponds directement à ta question, mais c'est typiquement ce qui a permis de rebattre les cartes aussi dans le monde du recrutement, c'est des méthodologies d'autres métiers. Alors, je ne sais pas si c'est là où tu voulais en venir, hein, mais tu vois, ça remonte à pas mal d'années maintenant, je pense que ça remonte à 7-8 ans, on parlait d'inbound recruiting. Ouais. Ça, typiquement, c'est l'inbound marketing, c'est tout ce qu'on a pu appliquer dans le monde du marketing, comment l'amener dans le monde du recrutement. Bon, là, j'apprends rien, ça fait des années qu'on parle de ça, mais c'est comment replacer l'humain au centre des organisations et donc que l'entreprise, sa valeur, ce n'est pas le produit qu'elle vend, mais les personnes qui composent l'entreprise, donc les compétences. Donc du coup, il faut que je recentre tout. Je ne suis plus client-centrique, mais du coup collaborateur-centrique. Et donc qui dit collaborateur dit aussi candidat. Et donc c'est comment je recrée ce parcours candidat optimisé, plus sexy, plus sympa, et comment je vais aller les chercher. En plus de ça, pareil, j'enfonce des portes ouvertes, mais en plus de ça, dans un contexte de raréfication, merci, des compétences aussi. Donc c'est comment je vais aller chercher des compétences que je ne suis plus capable d'aller chercher par des canaux traditionnels. Et il y avait un point intéressant, je ne suis pas tout le temps ultra d'accord avec elle, mais j'ai participé à une conférence où il y avait l'ex-ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Mais elle parlait dans le paysage RH, il y a un sujet aussi qui est très important à prendre en considération dans les prochaines années, c'est le sujet de la démographie. Et oui, en fait, quand on fait l'analyse, il faut juste savoir que 25% de la population en 2030 aura plus de 65 ans en France. Le taux de natalité est en dessous du seuil normal pour renouveler entre guillemets la population française. Il est à 1,68, je crois, de mémoire, en 2023. Donc en fait, on va se retrouver dans une vraie pénurie de talents à un moment donné dans l'entreprise où il y aura plus suffisamment de jeunes qu'on pourra former ou qui iront sur le marché de l'emploi et des personnes seniors qui quitteront ce marché de l'emploi. Et donc on va se retrouver dans un creux et c'est là où il va y avoir tout un enjeu autour du recrutement de
ok, bah, qu'est-ce que je fais quoi? Du coup, si je peux plus recruter de jeunes, si j'ai un marché qui est ultra en tension parce que j'ai pas suffisamment d'actifs aujourd'hui sur le marché, est-ce que je les recrute à l'international? Est-ce que je vais travailler sur ma politique intergénérationnelle, donc d'aller faire appel à des seniors qui sont peut-être à la retraite mais qui vont venir travailler en tant que consultant chez moi, etc., etc. Donc en fait, ça pose beaucoup de questions sur là aussi l'avenir du recrutement où il y a un moment donné, dans l'équation économique, ça va être un peu compliqué à résoudre et ça ne sera pas si simple que d'aller chercher des candidats et ce n'est pas juste que des campagnes d'inbound recruiting qui vont suffire, quoi. Ouais, clairement. Et il y a toute cette évolution, innovation, par exemple, tout ce qui est IA, etc., va faciliter, par exemple, si je prends le métier du développeur, aujourd'hui, on peut utiliser l'IA pour développer et aller beaucoup plus vite. Ouais. Donc, potentiellement, on aura beaucoup de gens qui vont se tourner vers ces compétences-là. Et il y a des métiers, par contre, où l'IA va pas forcément les aider. Imaginons des métiers terrain, dans le bâtiment, en cuisine, etc. Là, on va pas forcément avoir une grosse innovation sur le métier en tant que tel. Et pourtant, c'est des métiers qui sont très compliqués, qui vont être de plus compliqués selon moi dans les prochaines années. Et pourtant, le besoin restera le même, voire peut-être même plus grand. Je sais pas comment tu le vois, toi. Alors, il y a deux sujets. Il y a le sujet, en effet, de l'IA et de la place de l'IA dans les métiers demain. Donc ça, c'est le gros sujet qu'on traite depuis 2 ans dans pas mal d'émissions, podcasts, conférences, etc. Qu'est-ce qui va se passer avec cette arrivée de l'intelligence artificielle? Il y a plusieurs, nous, chez Toubonro Théorie, tu vois, il y a grosso modo 5 futurs possibles. C'est est-ce que l'entreprise, demain, va réduire le temps de travail de chacun des salariés en disant tu es plus productif, donc je te passe à 50% de ton temps de travail, mais du coup je baisse ta rémunération. Possibilité. Deuxième possibilité, forcément je vais dégager du monde. C'est un peu ce qui se passe aux US aujourd'hui avec Workday, tu sais, qui remplace tous les RH, et tu as tous les RH qui se retrouvent sur le carreau et qui sont licenciés dans les entreprises. Donc, est-ce que moi, en tant qu'entreprise, j'intègre de l'IA et finalement, je remplace en quelque sorte l'IA et j'automatise pas mal de process, ce qui me fait que je peux me débarrasser d'une grande partie de la masse salariale? Est-ce que, là c'est assez français, est-ce que du coup, j'arrive à proposer à mes salariés la semaine de 4 jours ou la semaine en 4 jours? Bon, ça, c'est le débat. Mais donc, concrètement, dire à chacun de salariés, je vous offre une belle qualité de vie en bossant 4 jours par semaine et puis l'autre jour, vous faites ce que vous voulez. Et après, nous, c'est on est plutôt convaincus de ça. Alors, c'est une vision un peu utopique du truc, mais c'est de se dire que dans cette course à l'intelligence artificielle, où il faut bien évidemment être certain que l'IA sera plus intelligente dans quelques années que n'importe quel être humain sur Terre, c'est évident, on aura une super intelligence, on ne peut rien y faire. Mais c'est comment on va faire société. Et donc là, je reprends un concept qui est vieux comme le monde. C'est concrètement comment je vais, puisque je me libère du temps dans mon travail, puisque je suis beaucoup plus productif dans mon travail grâce à l'IA, eh bien, les organisations vont rendre à la société les compétences qu'elle a en interne. Je m'explique, une entreprise privée qui, sur un profil par exemple, ou sur une équipe de comptables ou de recruteurs, fait en 3 jours ce qu'elle fait aujourd'hui en 5, peut-être que les 2 jours restants, ces personnes seront toujours payées par l'entreprise, mais en revanche, elles s'impliqueront pour des activités sociales, sociétales, éducation, formation, santé, sécurité, etc., dans des organisations publiques. Et on le voit aujourd'hui, le secteur public, on est dans des coupes budgétaires avec le nouveau gouvernement, donc on voit en effet qu'il y a une difficulté, il n'y a plus de source de financement de ce secteur public. Et est-ce que finalement, demain, ce ne seraient pas les entreprises privées qui, du coup, en quelque sorte, subventionnerait le secteur public en mettant à disposition des compétences utiles pour le secteur public. Et donc, je vais pouvoir donner du temps. Moi, en tant que salarié de l'entreprise, je suis payé 5/5 par l'entreprise, mais je produis 3/5 grâce à toute une batterie d'outils d'intelligence artificielle qui mettent dans mon métier. Et les deux jours supplémentaires, je vais contribuer à la société. Je sais pas, je vais bosser dans un EHPAD où je vais donner des cours à des jeunes en difficulté, etc., etc. Et donc, je fais société. Et ça peut être intéressant. Et on commence à voir des prémices de ce qu'on appelle l'ère quaternaire. D'accord. Tu sais, tu as eu le secteur primaire, le secteur secondaire avec l'ère industrielle, tertiaire avec l'ordinateur en 1950. Et là, on se dit, est-ce que ce n'est pas l'ère quaternaire qui arrive? On va rebattre les cartes grâce à l'intelligence artificielle. Et je disais, on voit les prémices de ce truc-là. Typiquement, tu as des startups comme Vendredi, que tu connais peut-être, où l'entreprise autorise 1 jour par mois,
un jour tous les 2 mois, alors tu vois, c'est pas très régulier, mais c'est déjà pas mal, autorise ses salariés de dégager du temps pour une association. D'accord ? Donc, c'est une plateforme qui permet d'être en relation avec les associations. Et puis, moi, Alexandre, j'ai telle compétence, et ben, je vais offrir cette compétence à cette association, mais je suis toujours payé par l'entreprise. Donc, ça, c'est le premier truc. Et puis, de manière un peu plus globale, on voit le RSA contributif qui a été mis en place par le gouvernement, où globalement, bah, si je suis demandeur et je touche le RSA, je dois aussi rendre à un moment donné à la société un petit truc parce qu'on me paye. Hein, donc, je dois donner un peu à la société. Donc, on commence à avoir un peu les prémices de ça. Est-ce que ça va vraiment fonctionner? J'en sais rien. Mais nous, on est plutôt convaincus de cet avenir grâce à l'intelligence artificielle. Ouais, c'est hyper intéressant parce qu'effectivement, il y a pas mal de j'ai aussi en tête Wavestone, par exemple, qui met en place des actions comme ça. Je me demande, un peu comme l'automatisation, tout ce qui était digital, tout ce qui est arrivé, bah, ça nous a mis dans un élan de productivité où on est en quête de temps à chaque fois et constant. Et au final, j'ai l'impression qu'on a limite moins de temps que il y a 10 ans, 20 ans, où on est un peu dans cette quête de productivité. Du coup, je me demande si l'IA va effectivement tendre vers cette chose-là, où il va falloir être encore plus productif pour répondre avec des solutions qui sont meilleures que les autres, etc. Ou effectivement, et ça serait vraiment l'idéal, je trouve, de pouvoir avoir une notion de contribution sociétale et donner encore plus de sens à ce qu'on fait au-delà de seulement son travail. Ce qu'il faut juste se dire, c'est qu'aujourd'hui, on vit une révolution, très clairement, un changement de paradigme. Tu vois, c'est assez fort et qu'en fait, on ne sait absolument pas où est-ce qu'on va. La seule chose, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, dont on est sûr, c'est que l'IA sera plus intelligente que n'importe quel être humain dans les prochaines années sur Terre. Ça, c'est évident. Maintenant, quelle direction on va prendre? J'en sais rien. Je t'ai parlé des 5... du coup, il y en a 4-5... À l'entreprise de décider, et ça fera partie du jeu. Il y aura des entreprises qui vont te dire, bah, écoute Alexis, tu produis 2 fois plus, c'est trop cool, je vais te mettre 2 fois plus de charge. Donc là, surcharge. Donc après, il y a une question de santé mentale. Alexis, bah, tu produis 2 fois plus, du coup, puisque tu produis en 3 jours ce que tu produisais en 5, je vais te payer que 3 jours, etc., etc. Chaque entreprise va tester son modèle, forcément, et ça va faire partie du jeu. Après, quel scénario va remporter par rapport aux autres? Ça, on n'en sait rien en fait. Et c'est là où il y a la dimension éthique de qu'est-ce qu'on veut faire de cette intelligence artificielle. Et tu fais référence à la transformation digitale des entreprises. Moi, ça me ramène, alors c'est pareil, j'ai écouté Ian Ferguson qui disait il y a 15 ans, tu vois, 10-15 ans, tu étais sur le Bring Your Own Device. Donc, à l'ère des réseaux sociaux, globalement, la DSI disait no way pour que tu aies accès à un Facebook, un truc comme ça au bureau. Et ce qui se passait, c'est que tu avais des salariés qui, du coup, venaient avec leur propre device, donc leur laptop ou leur téléphone portable, et puis aller sur les réseaux sociaux, sur le temps de travail, vous faisiez des choses. Puis après, on s'est rendu compte que, mais attends, en fait, la notoriété de l'entreprise passe par les réseaux sociaux, et qui sont les meilleurs ambassadeurs pour ça? Nos salariés. Donc, en fait, on va ouvrir le truc. Donc, du coup, on s'est retrouvé dans le Bring Your Own Device à, finalement, j'autorise l'accès aux réseaux sociaux, LinkedIn et compagnie, pour communiquer, moi, en tant que collaborateur sur l'entreprise. Bah là, avec l'IA, c'est un peu la même chose. C'est le Bring Your Own AI, où aujourd'hui, en fait, il n'y a pas de stratégie vraiment d'entreprise de tiens, on veut développer tel AI. Alors, on met des outils d'automatisation. Mais la réalité, c'est que tu as beaucoup de salariés aujourd'hui qui viennent avec leur smartphone et qui vont aller sur ChatGPT et puis aller questionner ChatGPT parce que si ils se connectent sur leur ordinateur de bureau, l'accès est bloqué. Alors, il y a des chartes éthiques et tout, on commence un peu à libérer le truc, mais il y a cette tendance-là. Et à un moment donné, en fait, on va libérer le truc. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que là où je veux en venir, on ne sait pas, quoi. Il va y avoir plein de tentatives, plein de tests. Il y a des trucs qui vont être hyper positifs pour le futur de la société, d'autres qui vont être hyper négatifs. Et grosso modo, c'est à nous, alors là j'ai une vision un peu humaniste du truc, mais tu vois, c'est à nous, êtres humains, de décider de qu'est-ce qu'on veut pour demain dans le futur. Est-ce que tout est régi par des intelligences artificielles? Et ça fait référence un peu pour moi au dessin animé de Pixar, je crois, Wall-E, où on est tous assistés, tu sais, on est tous un peu fat dans les trucs, et tout est géré par l'intelligence artificielle, on ne fait plus rien. Ouais, on bouge plus. En fait, c'est dramatique. Donc, est-ce que c'est ça? Ou est-ce qu'au contraire, ok, on a une super intelligence, mais en fait, on utilise cette super intelligence pour des choses pour l'humanité, tu vois, et donc du coup, le rapport est complètement différent. Voilà, c'est un peu ce qui se dessine aujourd'hui, et on n'est qu'en 2024,
Et quand tu vois l'accélération des versions des différents LLM, Ouais, c'est fou. tu vois, les Claude Sonnet, et les autres ChatGPT, etc. Mais tu te dis, les O1, waouh, on en est loin. Et puis, il y a des opportunités, du coup, pour les métiers. On reviendra sur le sujet du recrutement. Ouais, clairement. Bah, justement, si on fait le parallèle avec le recrutement, toi, avec l'ensemble de ton expérience et la vision des choses que tu as vues et tes convictions sur le futur, comment tu vois évoluer le monde du recrutement pour les sociétés, les entreprises et les candidats? Comment ils vont devoir, selon toi, quelles vont être les nouvelles stratégies qu'il va falloir adopter, les nouvelles normes qu'il va falloir mettre en place? Alors déjà, encore une fois, le constat qu'on peut faire, c'est qu'aujourd'hui, ce sont plus les entreprises qui vont décider, enfin, ou jusqu'à maintenant, plutôt, je vais être plus juste, jusqu'à maintenant, donc 2019, on a commencé à avoir quand même pas mal de startups qui se revendiquaient en ayant de l'IA Ouais. dans leur outil. C'est les entreprises qui décidaient, donc qui allaient dire, bah, tiens, je vais automatiser ce process. Bon, typiquement, sur un flux de candidature, moi, en tant qu'entreprise, je vais décider pour les recruteurs de mettre un outil qui permet de gérer mon flux de candidature et de faire du ranking de CV pour aider le recruteur et à faire gagner du temps au recruteur. En 2024, là, on voit, et c'est valable pour tous les métiers, plus des personnes qui se disent, ah tiens, attends, dans mon métier, donc créativité, tu vois, dans mon métier, tiens, je pourrais utiliser l'intelligence artificielle pour faire ça. Donc, ce n'est pas l'entreprise qui lui impose, c'est le collaborateur ou la collaboratrice. C'est l'utilisateur qui dit, Mais aujourd'hui, tout ce temps gagné, qu'est-ce qu'on en fait? Donc, tu as des petits malins, ce qui est normal, vont se dire, bah, attends, c'est trop cool. Moi, ce que je faisais, genre dans la formation, où je devais faire des plannings de formation pour des centaines et des centaines de collaborateurs, où ça me prenait 3 jours, 4 jours de taf à temps plein, bah, avec de l'IA, je balance tout ça, allez, avec un peu d'aller-retour en prompting. En 15 minutes, mon truc est bouclé. Donc, j'économise 2 jours et demi, plus de 2 jours et demi de boulot. Donc, est-ce que tu connais, toi, un salarié qui va aller voir son manager en disant, écoute, mets-moi plus de charge de travail. Mets-moi plus de trucs, je ne sais pas quoi faire. Et pour moi, donc, le futur, après, encore une fois, hein, je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas de boule de cristal, mais ce qu'on peut entrevoir, il y a 2 choses. Et la première, et c'est pour moi la chose fondamentale, c'est en fait ce qui se passe aujourd'hui, on arrive quand même à optimiser un certain nombre de choses et donc à gagner du temps. On est plutôt dans une époque où on n'a pas le temps de tout faire. Trop d'informations, trop de trucs à gérer, etc. Le fait de gagner du temps nous permet de nous poser. Et le fait de nous permettre de nous poser, ça nous permet aussi de réfléchir à nos processus. Et si je reviens dans le monde du recrutement, combien de candidats on met de côté quand on fait du recrutement ? Quand bien même tu as des outils d'IA super performants, etc., qui te permettent de faire du bon ranking, de supprimer tous les biais, d'aller choper des candidats que tu n'aurais peut-être pas chopés comme ça à la lecture même d'un CV, entre guillemets, à l'ancienne, peut-être. Mais sur 100 candidatures, la réalité, c'est que ton outil d'intelligence artificielle, parce que tu vas lui demander les 10 meilleurs, va prendre les 10 meilleurs, et derrière, tu vas jouer ta sélection sur les 10 meilleurs, mais tu en laisses 90 sur le carreau, en quelque sorte. Demain, puisque j'ai le temps, puisque j'ai l'outil qui me permet d'optimiser tout mon processus de recrutement, ben peut-être que le temps que j'ai, je peux le donner dans la relation lors de l'entretien physique, mais je peux aussi travailler sur comment je fais pour aller repêcher ces 90 candidats que l'IA finalement m'a écarté, ou j'ai validé le fait qu'ils soient écartés parce que j'ai quand même fait un contrôle, je ne me laisse pas complètement berner par l'IA, mais comment je fais pour aller chercher finalement dans ces candidats, peut-être que dedans, il y a des gens qui sont passés entre les mailles du filet, parce que ça arrive. Et donc, je leur donne une seconde chance de revenir dans le process de recrutement. Et donc, grâce à des outils d'intelligence artificielle, je vais pouvoir aller repêcher parmi les 90 candidats que j'ai écartés, certains candidats à travers des tests que je vais leur faire passer en amont et qui, du coup, me permettraient de détecter d'autres choses que je n'aurais pas détectées de manière classique dans mon process de recrutement. Donc, tu vois, ça, pour moi, c'est des choses qui peuvent arriver assez rapidement, mais surtout, c'est une prise de conscience des recruteurs et à l'ensemble de la chaîne RH que de dire, aujourd'hui, ce qu'on vit nous permet de nous poser et de repenser nos processus. Donc ça, c'est plutôt vertueux, tu vois. Repenser nos processus permet aussi de se dire, est-ce qu'on recrute de la bonne façon ? Parce que quand on recrute des candidats, très souvent, c'est un peu au feeling, tu vois. Tu lis un CV, c'est ton expérience qui parle, etc., etc. Mais comment tu fais pour éduquer
cette intelligence artificielle pour qu'elle recrute de mieux en mieux. Donc ça, c'est l'autre opportunité. Et puis pour moi, la troisième chose qui peut arriver dans le futur, et là on commence à le voir avec les nouveaux langages de LLM, et en particulier ChatGPT o1, on est sur le stade 2, sur une échelle de 5 de stade d'évolution de l'intelligence artificielle, où tu peux avoir ton jumeau numérique. Tu en as entendu parler. Et je pense que beaucoup se disent, demain, recruteur, tu vas aller solliciter une IA, tu vas dire, écoute, voilà, moi je recherche un candidat qui fait ça, pour bosser sur tel produit, enfin tel projet, voilà la fiche, le job desk, pardon, et tout. Et ton IA, elle va aller sourcer sur toutes les plateformes, va aller créer des scénarios de mails, interagir, etc. En amont, va faire tout le boulot pour toi, pour après que tu n'aies plus qu'à te focusser sur les 2-3 candidats qui existent. Et ça va arriver, je pense que ça va arriver relativement vite. Et je vais terminer sur cette petite anecdote. Je ne suis pas du tout sur les sites de rencontres, mais j'ai appris ça. Il y a un site internet de rencontres qui a développé son jumeau numérique pour les femmes. Ok. Voilà, je ne connaissais pas. Alors je crois que ça s'appelle Gigi, le site de rencontres. Et donc, propose aux femmes d'avoir son jumeau numérique, enfin sa jumelle numérique. Et du coup, la jumelle numérique va aller chatter avec toutes les personnes, on va dire les hommes en face, si cette personne est hétéro, va aller discuter avec les hommes en face. C'est le jumeau numérique qui va discuter, qui va créer le lien, qui va chatter, mais comme si c'était elle, qui va faire la pré-qualif en quelque sorte des meilleures personnes. Et à un moment donné, la jumelle numérique va dire, OK, tu as un tel, ça vaut le coup de les voir autour d'un pot. Ouais, par rapport aux caractéristiques que tu aurais configurées. Tu vois, ça existe déjà. Ouais, c'est fou, ouais. Donc tu te dis, dans le recrutement, en fait, tu peux tout à fait le faire, quoi. Ouais, clairement. Tu as ton entreprise, tu as les candidats, et en fait, tu as limite 2 IA qui interagissent et qui pourraient justement aller faire des matchings, tu vois, comme ça. Ouais, tu as raison. En effet, je n'y avais pas pensé, c'est le côté candidat. C'est de te dire, tu peux avoir toi aussi en tant que candidat, ton jumeau numérique qui va aller chercher pour toi le taf. Quoi. Ouais. Et ça serait génial. Est-ce que ça serait génial? J'en sais rien, tu vois. Voilà, en fait, c'est toute la question. Ça pose beaucoup de... Ouais, sur le papier, tu dis, oui, c'est cool. Mais c'est toujours pareil, c'est tout le temps que tu gagnes, à quoi il te sert? Ouais, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que demain, notre société, telle qu'on la dessine dans les prochaines décennies, est-ce qu'en fait, le rythme de travail, ça va être 15 heures par semaine? Peut-être. Mais c'est pareil, si c'est 15 heures par semaine de production ou de productivité dans l'entreprise, ou dans ta recherche d'emploi, etc., le temps que tu gagnes, qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que c'est vraiment à titre perso? Est-ce que c'est du temps pour développer de nouvelles compétences, parce qu'on parle de l'obsolescence de compétences? Est-ce que c'est du temps à rendre à la société, pour accompagner le secteur social, sécuritaire, éducatif, etc., hospitalier, médical? Voilà. Rappelle-moi, chez Tomorrow Theory, vous faites quoi exactement? Donc nous, on est un studio d'innovation RH. Pour simplifier, on est plutôt sur des activités de prospective. Donc on fait de la recherche, alors pas de la recherche fondamentale, il y a des chercheurs qui sont très doués pour ça. Mais nous, on essaie de capter tous ces signaux faibles, les tendances, des trucs émergents, des petits trucs qui comme ça ont l'air anecdotiques. Mais si on essaie d'augmenter ce truc-là, quel impact ça a dans les ressources humaines, parce qu'on s'adresse prioritairement aux ressources humaines, et de manière plus large à la transformation des organisations. Et donc, là, en 2024, il y a le sujet de l'intelligence artificielle, c'est la question que tout le monde se pose, et c'est pour ça que je te parle des 5 futurs possibles. Il y a un article de Jérémy Lamry de Tomorrow Theory sur ce sujet-là. Donc, qu'est-ce que ça peut impacter? Donc, c'est la prise de conscience, mais il y a aussi les sujets de transition écologique, d'intergénérationnel, de santé mentale, qu'on va également traiter, qui ne sont pas des sujets techniques, mais qui sont des sujets sociétaux et qui impactent à la fois la fonction RH et à la fois les organisations. Ça impacte la fonction RH, tu vois, je donne l'exemple, le sujet de la transition écologique. Pour moi, c'est un sujet RH. Ce n'est pas un sujet de la direction financière d'une entreprise que de s'occuper de ce ratio, de voir si l'entreprise est plus green ou pas. Derrière, ça fait appel à un certain nombre de choses. Ça fait appel à de nouvelles compétences, à de nouveaux métiers qui vont émerger avec cette transition écologique, à une nouvelle organisation du travail. On en a beaucoup entendu parler dans le monde du BTP, dans le monde du secteur bancaire. Est-ce que ça vaut le coup d'avoir une agence bancaire à Paris en 2050, quand il fera 55 degrés à 14 heures? Est-ce que ça vaut le coup d'avoir cette agence ouverte? C'est des choses qui existent dans d'autres pays, qui en France n'existent pas. Mais donc forcément, ça va venir redéfinir notre organisation. Et tout ça, derrière, ce sont des hommes et des femmes.
et qui doivent s'occuper, enfin qui vont être acteurs et actrices de cette transformation. Et donc c'est un sujet RH. Voilà, donc typiquement, tu vois, pour moi, le sujet IA est un sujet RH. N'est pas qu'un sujet de la DSI, le sujet de la transition écologique est un sujet RH, n'est pas qu'un sujet de la direction financière, etc., etc., et tu déroules tout ça. Et quels sont les signaux faibles que tu as déjà détectés avec Tomorrow Theory? C'est un peu ce que je t'ai dit. Après, c'est les grandes tendances. De toute façon, il y a pas pareil, il y a pas de révolution. Enfin, encore une fois, si la révolution, elle est sur la partie technologique et sur l'accélération technologique. Mais après, les signaux faibles, on commence à en parler. Il y a eu l'AI Act qui est au niveau européen. Donc, tu vois, il y a tout le sujet de la réglementation d'un point de vue technique et technologique de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Tu as la question de la souveraineté aussi, la souveraineté numérique. Ça, c'est un vrai débat. C'est demain, ok, c'est cool, on va utiliser un Mistral, c'est un truc français. Mais la réalité, c'est que si on va un peu plus loin, les données sont peut-être en France, elles sont peut-être protégées. Mais faut creuser le sujet un poil plus loin. Derrière, on utilise des microprocesseurs, etc. Et où est-ce qu'on se fournit de ces microprocesseurs? Et en fait, on va aller gratter des sols en Afrique et autres, exploités par des Chinois, etc. Donc en fait, on n'est pas dans la souveraineté, parce que la réalité, on ne fait pas tout en France. Ok, les données sont hébergées, mais toute la chaîne de valeur n'est pas en France. Donc tu vois, pour moi, il y a toutes ces interrogations. Et puis l'autre signal faible que je mettrais en avant, au-delà de l'aspect intelligence artificielle, transition écologique, qui n'est plus vraiment un signal faible, bien évidemment, ou intergénérationnel, c'est le sujet du métavers et de la blockchain. On l'a complètement zappé. Ouais, celui-là, il a été mis de côté, mais en vrai, je pense qu'il y a des solutions qui sont en sous-marin. Ouais, et puis surtout, c'est l'avenir, en fait. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle nous ouvre à nouveau la porte du Web3, de la blockchain et du métavers. Et c'est pas juste je mets un casque de réalité virtuelle et c'est cool, je me balade dans un environnement et puis je sais pas trop quoi en faire. Mais ça repose vachement la question, tu vois, on parlait de souveraineté, de cette logique de Web3, qui est un truc hyper collaboratif. Et il y a dans une certaine mesure, et finalement collaboratif, parce que chacun individuellement on contribue. Alors aujourd'hui, ça sert que des gros mastodontes, mais dans quelle mesure demain, tu vois, dans un monde un peu plus social ou sociétal, tu vois, avec cette contribution sociale, eh ben, on n'aura pas quelque chose qui appartient à personne et qui appartient à tout le monde. Et puis la réalité, c'est la blockchain. Encore une fois, on l'a mise de côté. Mais dans le recrutement, tu vois tellement l'avantage d'avoir ton CV sur une blockchain, tes compétences sur une blockchain, et d'avoir ton processus comme ça qui soit rythmé. Pour moi, c'est évident. Et donc ça, c'est un signal faible. Après, est-ce qu'on ira dans 2 ans? Est-ce qu'on ira dans 10 ans? Ça, j'en sais strictement rien, mais il faut juste qu'on ait ça en tête. Mais franchement, il y a des trucs qui émergent. Et en effet, c'est underground pour l'instant. Et je ne connais pas une entreprise qui a déployé un outil de blockchain vraiment. Tout comme je ne connais pas une entreprise, peut-être que je me trompe, en France, qui a réellement travaillé sur sa stratégie d'intelligence artificielle et repenser ses processus. Où elle utilise des outils comme ça à droite à gauche, mais elle n'a pas repensé son processus autour de l'IA. Donc voilà, donc tu vois, pour moi, tout ça, ce sont des signaux faibles qu'on peut voir. Et nous, chez Tomorrow Theory, on va capter, on fait un peu de recherche, on va creuser sur chacun des sujets. Et derrière, c'est de l'évangélisation. Alors voilà, on intervient en CODIR, COMEX, auprès de groupes de managers pour les sensibiliser, les aider, les accompagner. Enfin, c'est pas les aider, mais encore une fois, les sensibiliser, les piquer au vif, leur faire réfléchir. Après, derrière, on n'est pas là pour les prendre par la main. Soit ils se débrouillent, soit ils font appel à des cabinets de conseil. Tu vois, derrière, il y a la chaîne qui continue. Et si on se met dans la peau justement d'un ou d'une DRH ou d'un ou une recruteuse, qu'est-ce que tu dirais à cette personne parce qu'effectivement, il y a plein d'évolutions qui peuvent arriver, il y a plein de possibilités qui sont effrayantes et aussi excitantes. Qu'est-ce que tu dirais à ces personnes-là pour qu'elles puissent, dans leur quotidien, appréhender tout ça? Bon, déjà, c'est la prise de conscience. Ça, c'est déjà bien, mais là, pour le coup, il y a beaucoup d'informations et parfois pour les DRH qui sont déjà à la base hyper sollicités dans leur organisation. Donc, il y a une surinformation, mais c'est réussir à prendre le temps de s'intéresser au sujet, d'écouter des podcasts comme le tien ou d'aller lire des articles, etc. Mais dans son temps de travail, de dédier une petite partie déjà, et ça fait partie de son boulot en tant que DRH et même pour toutes ses équipes, que d'aller passer du temps à écouter des podcasts, à lire des articles ou à assister à des conférences pour s'enrichir, pour prendre conscience du sujet. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est réussir à un moment donné à faire un step back, dire « Ok, attends, je me pose, je mets des outils, mais on va se poser
quelques minutes pour réfléchir au processus métier en tant que tel. Ça fait 25 ans qu'on recrute de la même façon. Qu'est-ce qu'on peut changer ? Et comment on peut changer ? Voilà, tu vois, donc de brainstormer, d'amener les équipes à réfléchir autour de ça. Et puis après, à avoir cette culture de la data, parce que derrière tout ça, même s'il y a des sujets de transition écologique, d'intergénérationnel et autres, la réalité, c'est qu'il y a un point, enfin c'est l'or des RH, c'est la compétence. Et la compétence, derrière, c'est de la data. Et donc, c'est comment aujourd'hui j'arrive à consolider, à avoir la data la plus clean possible, la plus exploitable possible, la plus à jour possible, etc. Donc, pour moi, voilà, c'est les différentes étapes compréhension. Après, je conçois que c'est pas hyper facile pour un DRH. Ouais, clairement. Et il y a aussi ce sujet d'intégration de l'innovation au sein de sa structure. Souvent, je trouve qu'il y a quand même pas mal de freins à l'intégration des solutions et des outils. Souvent, j'ai l'impression que le premier levier, ça va être vraiment l'état d'esprit. Comment tu vois justement cet état d'esprit qu'il faudra avoir ? Alors, c'est une bonne remarque. Après, donc, il y a le sujet de l'obsolescence des compétences. Donc, en tant que DRH, si moi, je suis DRH d'une entreprise, moi-même, j'ai une obsolescence des compétences. D'ailleurs, moi, à titre perso, Alexandre, je te l'ai dit, moi, Alexandre, je suis ingénieur de formation. Je ne sais rien faire en tant qu'ingé. Donc, j'ai clairement une obsolescence des compétences sur ce que j'ai pu apprendre à l'école, très clairement. Donc, si je me projette dans l'entreprise, au regard de la vitesse, la vitesse d'évolution des choses, je suis obsolescent. Tout le monde a une obsolescence sous... Alors, pareil, je crois que maintenant, l'obsolescence des compétences, c'est 2 ans. C'est-à-dire que ta compétence que tu as, 2 ans plus tard, c'est fini. Okay. Si tu ne la remets pas à jour, il faut refaire. Faut la mettre. Alors qu'avant, tu l'avais pendant 15 ans, je crois même il y a plusieurs années, tu l'avais presque pendant 30 ans, donc pendant presque ta vie professionnelle. Là maintenant, en 2 ans, tes compétences que tu as en 2024, en 2026, elles ne sont plus à jour. Donc c'est comment je me mets à jour. Donc moi, en tant que DRH, je vais devoir travailler là-dessus, sur l'obsolescence des compétences et l'obsolescence des compétences de mes collaborateurs et de mes collaboratrices. Et du coup, j'ai perdu le fil de ce que tu m'as posé comme question, mais j'avais quelque chose à dire. Mais qui était l'état d'esprit, tu vois, que devraient avoir ah oui, voilà, merci. Ces personnes. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure et je paraphrasais Thomas Chardin. Les RH sont riscophobes en France. On a un droit du travail qui est hyper rigide. Il y a des syndicats, et je respecte les syndicats, mais donc il faut gérer le dialogue social, il faut gérer le droit du travail. Donc tu n'embauches pas n'importe qui, tu ne licencies pas n'importe comment, et dans ce que tu fais dans l'organisation, tu es contrôlé parce qu'il faut mettre tout le monde autour d'une table et c'est le dialogue social. Et donc, culturellement parlant, la fonction RH n'est pas amenée vraiment à innover, n'est pas amenée à sortir de son cadre et à se mettre en position de risque, en position d'inconfort. Parce que c'est comme ça que le système éducatif français est fait. Quand tu suis les grandes écoles, et je les respecte, je les connais très bien, les IGS, RH, etc., qui forment les RH, c'est très bien, mais c'est du théorique. Et il n'y a pas cette notion de créativité. Et dans un futur assez proche, on sait que les 4 grandes compétences que l'être humain doit avoir et doit encore plus développer dans les prochaines années, c'est un rapport de l'OCDE qui date d'il y a 9 ans maintenant, 2015, les 4 C, créativité, collaboration, communication, esprit critique. Et donc, si dès le départ, tu n'amènes pas une population qui va devenir manager d'une fonction RH à avoir cet état d'esprit, forcément, le truc part en cacahuète. Heureusement, on a une jeune génération, tu l'évoquais tout à l'heure, cette notion de jeune génération, même si je n'aime pas trop stigmatiser, qui a plutôt tendance justement à prendre le risque. Mais prendre un risque, tu peux le prendre de manière individuelle, et c'est très complexe, tout ça, c'est de la philosophie, mais presque. Mais comment tu peux prendre le risque à l'échelle d'une entreprise ? Et en fait, je me rends compte, tu vois, avec pas mal d'années maintenant de pratique, de recul et d'observation, quand même un DRH est hyper innovant, si la tête dans une entreprise privée, si la tête pensante de l'entreprise privée, c'est le directeur général ou PDG de l'entreprise, il n'ouvre pas à la créativité, il n'ouvre pas au droit à l'erreur, à la prise de risque, en fait, tu as beau, toi, à ton niveau, être hyper innovant, machin, etc., derrière, tu seras toujours confronté à ça. Bloqué. Donc, en fait, c'est en effet une question de prise de conscience collective, sauf que la prise de conscience collective, aujourd'hui, on arrive à l'avoir sur le bas de la pyramide.
je trouve que le plus difficile, c'est de remonter au patron du CAC 40, au patron des grosses boîtes du SBF 120, etc. De comment changer le truc. Et ça, c'est pas si simple que ça. Ça va être ça tout le challenge. Pour moi, le gros challenge, il va être là. Alors heureusement, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, l'activité économique française ne repose pas que sur des grandes entreprises gérées par des gros fonds d'investissement qui cherchent de la rentabilité, etc., etc. Tu as quand même en France un tissu de PME, de TI, de start-up, où du coup, à la tête de ces entreprises-là, tu as des personnes qui viennent bousculer un peu le marché, réfléchir différemment. Et après, il y a cette dimension générationnelle, parce que tu peux très bien avoir une PME familiale, où pendant 90 ans, on a fait comme ça, le carnet de commande, il est bien rempli, pourquoi on va réfléchir à faire différemment? Ouais, mais la jeune génération a envie de faire différemment, parce qu'il y a des enjeux sociaux derrière, et c'est comment on y va. Trop bien. Merci pour toutes ces infos. On arrive à la fin de l'épisode. Avec plaisir. Est-ce que tu as des ressources que tu aimerais partager à toutes les personnes qui nous écoutent, des ressources qui t'ont marqué par le passé, qui concernent le recrutement ou pas du tout, ou la RH comme tu veux, ou perso? Alors moi, tu sais, c'est le cordonnier le plus mal chaussé, donc moi, à titre perso, j'ai pas de méga trucs et tout, enfin, tu vois, de newsletters que je lis impérativement. Après, bon, déjà, première chose, il y a plein d'acteurs dans le monde du recrutement qui font des choses bien. On a mentionné Laurent Broye, il fait des choses très cool. L'école de recrutement fait des choses très bien aussi. Donc il y a plein d'acteurs comme ceux-là. Le Lab RH, mais évidemment, j'en viens, c'est une association. C'est pas que le recrutement, c'est de manière plus large, Lab RH. Et là, pour le coup, c'est un agrégateur aussi de contenu, de choses qui se passent. Donc ça peut être pas mal comme point d'entrée quand on n'a pas trop le temps. Donc voilà. Et après, non, j'ai pas d'idée. Il y a tellement de podcasts. Le tien, bien évidemment. Attends, il faut l'écouter. Ça, c'est évident. Il faut suivre. C'est clair. Mais non, j'ai pas de truc hyper précis en disant ouais, celle-ci, elle est extraordinaire. Ouais. Okay. Simplement, ce que je fais, moi, pour le coup, j'ai découvert ça assez récemment et grâce à Tomorrow Theory, c'est bien d'avoir des newsletters, des trucs hyper spécialisés dans son domaine, mais parfois, c'est bien d'en sortir un petit peu. D'accord. Et là, je pense à ça parce que c'est la dernière dans laquelle je me suis inscrite. Je l'ai trouvé sur Substack. C'est Reko, R-E-K-O. Okay. C'est une newsletter économique. D'accord. Donc, c'est un peu, je ne sais pas si tu connais TTSO. Non. Alors pareil, TTSO, c'est une newsletter, Time to Sign Out, c'est une newsletter qui permet d'avoir un condensé de l'actualité chaque jour dans ta boîte mail. Et c'est bien écrit, sympa, avec des articles et tout, ça c'est assez cool. Et là, j'ai trouvé Reko, qui est focus sur la partie économique. Bon, je trouve que c'est pas mal aussi de compléter sa vision avec ce qui se passe de manière plus large et pas rester complètement enfermé dans son métier. Ouais, puis ça te permet de t'inspirer d'autres milieux. Moi, je trouve que ça t'ouvre de la créativité. Moi, j'aime bien m'inspirer aussi de sujets un peu philo, sport, etc. et rattacher ça un peu à l'entrepreneuriat qui me passionne bien. Très bien. Est-ce que tu vois une personne qu'on pourrait inviter sur le podcast? Bon, il y en a plein que tu peux inviter. Ça dépend de l'angle. Il y en a un paquet. Il y a un des fondateurs du Lab RH, mais qui est connu, qui s'appelle Boris Sirbet, qui habite pas très loin des studios d'enregistrement, pour info. Génial, ça sera juste à côté. En plus. Qui est philosophe, qui a lancé une start-up il y a longtemps dans le recrutement qui s'appelle My Job Company, en 2010, donc recrutement par cooptation, lui aussi à l'époque. Mais c'est un philosophe, donc il a un vrai regard d'ouverture des chakras sur l'histoire des civilisations et l'ouverture de la civilisation. Donc ça peut être intéressant. Et après, sinon, c'est quelqu'un qui a bossé avec moi et que je trouve cool aussi. Tu as Clément Leminck de chez Partout. D'accord. Voilà, il fait partie pour moi de cette jeune génération qui vient bousculer les codes aussi et qui a fait du recrutement, qui fait du talent management, qui peut être intéressant à interviewer. Trop bien, parfait. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin ? Un message à faire passer, un sujet qu'on n'a peut-être pas évoqué? Alors, je ne vais pas être très original, mais pas de sujet particulier. En revanche, j'ai trouvé ce moment très agréable. Donc, merci Alexis de m'avoir laissé la parole. J'espère simplement que je n'ai pas été trop long. C'était parfait. J'ai déblatéré plein de trucs. Merci à toi. Mais c'était très sympa. Donc, pas de mot de la fin, si ce n'est que, bien évidemment, encore une fois, l'avenir est entre nos mains. Alors, ça fait vraiment genre, waouh, attention, les Avengers qui arrivent, tu sais, contre Terminator, le soulèvement des machines. On va faire un mélange de tout ça. Mais en effet, aujourd'hui, ça fait vraiment nul ce que je vais dire, hein, mais on dessine notre futur, quoi. Et c'est vraiment à nous de réfléchir et de ne pas se faire happer par le système en mode, il y a l'IA, tu en parles beaucoup d'IA, c'est bon, on va tout faire par l'IA. Et donc, on va reproduire des biais, etc. Elle va prendre le dessus et tout. Là, on a un moment, tu vois, on parle de changement de paradigme. Dans ce changement de paradigme, on est à un moment où on s'inscrit vraiment sur du très long terme. Et voilà, il faut prendre le pas.
Et c'est pour ça que je reviens à la fonction RH et à la fonction des recruteurs. C'est aujourd'hui qu'il faut dessiner tu vois, les processus de recrutement, les processus RH et savoir où est-ce qu'on va. Ouais, trop bien. Bah, merci à toi. Merci à toi. Génial. À très vite. À très vite.